Il y a une femme que l'histoire a condamnée avant même de l'entendre. Une femme à qui l'on a attribué chaque mort suspecte, chaque guerre de religion, chaque trahison de cour. On l'a appelée la Reine Noire, l'Italienne, la marchande de venin. On a dit qu'elle portait des gants empoisonnés, qu'elle consultait des astrologues dans des pièces secrètes, qu'elle avait orchestré le plus grand massacre de l'histoire de France depuis une fenêtre du Louvre, avec un sourire froid sur les lèvres. Mais ce que les chroniques haineuses de son époque ont soigneusement omis, cette femme a perdu sa mère à la naissance, son père quelques semaines plus tard, son mari bien avant ses 40 ans, et la moitié de ses enfants avant elle-même. Elle a gouverné seule la France pendant des décennies, entourée d'hommes qui ne voulaient pas d'elle, dans un pays qui la méprisait parce qu'elle était étrangère. Et pourtant, elle a tenu. La vérité sur Catherine de Médicis est infiniment plus complexe, plus tragique et plus fascinante que n'importe quel poison imaginaire. Ce n'est pas l'histoire d'une monstrueuse reine noire, c'est l'histoire d'une femme seule face à un royaume qui brûlait, qui a fait des choix impossibles dans des circonstances impossibles et dont la réputation a été construite sur des rumeurs par ceux qui avaient tout à gagner à la salir. Et derrière elle, il y a toute une famille dont le nom seul faisait trembler les banquiers de toute l'Europe, dont les coffres avaient financé des guerres, des papes et des chefs-d'œuvre. Une famille qui a voyagé depuis Florence jusqu'au cœur du trône de France, avec son or, ses ambitions, ses savoirs et ses secrets. Les Médicis. Et cette histoire-là est bien plus grande qu'une seule femme en robe noire. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Chaque vidéo plonge dans ces destins qui ont changé la face du monde. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, quelle heure il est chez vous. Vous seriez surpris de voir jusqu'où cette communauté s'étend. Maintenant, retournons à Florence. Au début du XVIe siècle, dans une ville où l'or, le pouvoir et le sang se mélangent comme nulle part ailleurs. Florence, ce printemps-là de 1519, est la ville la plus riche et la plus dangereuse d'Europe. Les Médicis la dominent depuis près d'un siècle, non pas comme des rois couronnés, mais comme des banquiers devenus princes par la force de l'argent et de l'intelligence. Ils financent les guerres des autres, soutiennent les papes, commandent des tableaux à des génies que le reste du monde ne verra jamais égaler. Ils sont le centre de gravité de la Renaissance italienne. Et au cœur de ce palais florentin, le 13e jour d'avril, une enfant voit le jour. Sa mère, Madeleine de la Tour d'Auvergne, une princesse française de sang royal, meurt de la fièvre puerpérale quelques semaines après l'accouchement. Son père, Laurent de Médicis, duc d'Urbain, épuisé par la syphilis et la tuberculose qui le rongent depuis des mois, s'éteint peu après sa femme. Cette petite fille vient à peine de naître, et elle est déjà orpheline. Imaginez ce que cela signifie. Pas une mort, pas un deuil, 2 cercueils, en l'espace de quelques semaines, pour une enfant qui ne sait pas encore tenir sa tête. La petite Catherine de Médicis se retrouve seule héritière de la branche ducale, sans parents, sans protection immédiate, dans un monde où être une fille orpheline d'une grande maison, c'est être une monnaie d'échange, rien de plus. Florence est une ville de factions. Les Médicis ont des ennemis partout, des familles rivales qui n'attendent qu'une occasion, des républicains qui rêvent de les chasser, des mercenaires au service du plus offrant. L'enfant passe de tuteur en tuteur, de couvent en couvent. Elle grandit dans l'instabilité absolue, apprenant à lire les visages, à déchiffrer les intentions cachées, à ne jamais montrer sa peur. À 8 ans, Florence se soulève. Les républicains prennent le pouvoir, expulsent les Médicis et la petite Catherine est prise en otage. On la place dans un couvent, d'abord les Murates, puis d'autres. Certains partisans de la faction adverse proposent de l'exhiber sur les remparts pendant le siège de la ville, comme un bouclier humain. D'autres suggèrent de la livrer aux soldats. Elle a moins de 10 ans. Mais elle survit toujours. Et peut-être que c'est là, dans ces couvents assiégés, entre les prières et les murmures de conspiration, que se forge quelque chose d'indestructible en elle. Une capacité à attendre, à observer, à ne jamais céder à la panique. Les religieuses qui l'élèvent rapporteront qu'elle est d'une intelligence inhabituelle, qu'elle apprend vite, qu'elle retient tout. Elle étudie le latin, le grec, les mathématiques, la philosophie. Elle apprend à danser, à monter à cheval, à cuisiner des mets fins. Elle absorbe la culture florentine comme une éponge. L'art, l'architecture, la cuisine, la médecine, l'astrologie.
À Florence, au XVIe siècle, l'astrologie n'est pas une superstition de bas étage. C'est une science pratiquée par les plus grands esprits de l'époque. Les Médicis entretiennent des astrologues comme d'autres maisons entretiennent des médecins. Catherine grandit baignée dans cet univers où le ciel parle, où les planètes influencent les destins, où consulter les étoiles avant une décision importante est aussi naturel que de manger du pain. Elle ne deviendra pas elle-même astrologue, mais elle leur fera confiance toute sa vie. Et cela, ses ennemis français le lui pardonneront jamais. À 14 ans, tout bascule à nouveau. Son parent éloigné, le pape Clément VII, Giulio de Médicis, issu d'une autre branche de la famille, arrange pour elle ce qui doit ressembler à un triomphe. Un mariage royal, avec le fils du roi de France. Un mariage qui doit sceller une alliance politique entre Rome et Paris, entre les Médicis et les Valois. Sur le papier, c'est une élévation spectaculaire. Une orpheline florentine qui épouse un prince de France, voilà qui ressemble à un conte de fées. Mais à la cour de France, personne ne voit les choses ainsi. Et c'est précisément là que commence la partie la plus difficile de sa vie. Marseille, en octobre 1533. La flotte pontificale accoste sous un soleil d'automne. Catherine de Médicis débarque en France pour la première fois. Elle a 14 ans, des yeux sombres légèrement saillants, un trait des Médicis que ses ennemis décriront plus tard avec une cruauté affectée, et dans ses bagages, elle a apporté toute une Italie. Ce n'est pas une image, c'est une réalité concrète, tangible, qui va transformer le royaume sans que personne ne s'en rende compte sur le moment. La cuisine. En 1533, la cuisine française, celle qui régnera plus tard sur l'Europe entière, celle que le monde entier considérera comme la référence absolue, n'existe pas encore sous sa forme classique. Les banquets français sont copieux, certes, mais grossiers dans leur conception par rapport à ce qui se pratique dans les palais florentins. Catherine amène dans ses bagages des cuisiniers italiens formés aux subtilités de la table médicéenne. Des hommes qui savent travailler le sucre comme de la dentelle, créer des sauces légères au lieu de noyer la viande dans des jus épais et lourds, marier des saveurs avec une précision chirurgicale. Elle introduit la fourchette à la cour de France. Oui, la fourchette. Cet ustensile que nous considérons comme l'évidence même de la civilisation était rarissime dans les cours françaises avant son arrivée. On mangeait avec les doigts, avec un couteau, au mieux avec une cuillère. Catherine impose la fourchette, et les nobles français la regardent avec un mélange de fascination et de mépris condescendant, comme si utiliser un outil raffiné pour manger était une fantaisie italienne un peu ridicule. Elle amène aussi des jardiniers. Les jardins à la française, avec leurs perspectives géométriques, leurs allées tracées au cordeau, leurs parterres ordonnés comme des tableaux vus du ciel, doivent énormément aux influences italiennes qu'elle importe. Le jardin des Tuileries, qu'elle fera construire des années plus tard, porte l'empreinte directe de cette culture florentine de l'espace ordonné, maîtrisé, transformé en déclaration de puissance. Mais tout cela, les Français de la cour ne s'en aperçoivent pas encore. Ou plutôt, ils s'en aperçoivent, mais ils refusent de lui en être reconnaissants. Pour eux, Catherine reste l'étrangère, l'italienne. Et dans la France du XVIe siècle, être italienne à la cour des Valois, ce n'est pas un compliment. Les Italiens sont perçus comme retors, comme calculateurs, comme des gens qui sourient en vous tendant du poison. Ce préjugé est immense, profondément ancré, et il colle à Catherine comme une seconde peau dès le premier jour. Elle rencontre Henri, son futur mari, lors des cérémonies de mariage à Marseille. Il a 15 ans, elle en a 14. Il est taciturne, sombre, peu expansif. Pas du tout le prince de conte de fées que la propagande médicéenne avait sans doute fait miroiter. Et il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que Catherine comprend très vite avec cette acuité particulière que lui a donnée son enfance difficile. Henri n'est pas libre. Son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Cette femme s'appelle Diane de Poitiers. Elle est veuve, elle a 20 ans de plus que lui, et elle exerce sur le jeune prince une fascination absolue, irrationnelle, totale. Elle ne le quittera jamais. Pendant tout le temps où Henri sera dauphin puis roi de France, Diane sera là, dans son lit, dans ses conseils, dans ses décisions. Elle portera ses couleurs, vivra dans ses châteaux,
recevra ses plus grandes marques d'affection. Et Catherine ? Catherine sera l'épouse officielle, celle qu'on exhibe lors des cérémonies et qu'on oublie dans les couloirs du château. Pendant des années, elle sera réduite à ce rôle humiliant d'une femme qui attend que son mari lui rende visite dans ses appartements, sachant pertinemment qu'il passera ses nuits ailleurs, à 2 portes de chez elle, avec Diane. Il y a une anecdote qui résume à elle seule la situation. Catherine, dit-on, aurait fait percer un trou dans le plancher de sa chambre pour observer, en dessous, les appartements de Diane. Que cherchait-elle à voir exactement ? À comprendre ce qu'elle ne pouvait pas lui offrir ? À mesurer l'étendue de son humiliation ? Ou simplement à ne pas être aveugle sur ce que tout le monde savait ? L'anecdote est peut-être apocryphe, mais elle dit une vérité profonde sur sa position, celle d'une femme qui doit espionner sa propre vie conjugale. Et puis il y a la question des enfants. Pendant 10 ans, 10 longues années, Catherine ne donne pas d'héritier à Henri. La cour murmure. Le roi François Ier, son beau-père, envisage l'annulation du mariage. On parle ouvertement de renvoyer la petite Italienne stérile et de trouver au dauphin une épouse plus féconde. Catherine endure. Elle endure parce qu'elle n'a pas le choix, mais aussi parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. À la cour de France, la survie passe par la discrétion absolue. Elle ne se plaint pas, elle ne fait pas de scène. Elle joue à la perfection le rôle de l'épouse effacée et obéissante, tout en regardant, écoutant, enregistrant. Elle se fait des alliés dans l'ombre. Elle observe les rouages du pouvoir avec une attention que personne ne lui prête, précisément parce que personne ne la prend au sérieux. Certains courtisans, qui la verront agir des décennies plus tard avec une maîtrise absolue de l'intrigue politique, se souviendront de ces années et comprendront rétrospectivement qu'elle apprenait. Qu'elle ne perdait pas son temps dans l'humiliation, elle se formait. Comme un apprenti horloger qui démonte et remonte une montre des milliers de fois avant de pouvoir en construire une de ses propres mains. Et puis, enfin, les grossesses. 10 enfants en 11 ans, un rythme qui tient de l'acharnement biologique autant que du calcul politique. Dont 7 survivent jusqu'à l'âge adulte, dont 3 deviendront rois de France. Catherine n'est pas stérile, elle ne l'a jamais été. Les problèmes venaient d'ailleurs, et les médecins de l'époque avaient fini par trouver des ajustements anatomiques qui permettraient les conceptions. Ce détail, que la cour brandissait comme une honte pendant les années de disgrâce, disparaît des conversations une fois les enfants arrivés. Comme si personne n'avait jamais douté d'elle. Henri n'est toujours pas à elle pour autant. Il célèbre la naissance de chaque enfant, il accomplit son devoir de roi, mais son cœur reste à Diane. Il offre à son amante les joyaux de la couronne, les plus beaux châteaux, des terres entières. Il fait graver leurs 2 initiales entrelacées sur les façades des bâtiments royaux, H et D, Henri et Diane, comme une déclaration publique et permanente de ce que Catherine représente dans cette équation. Rien, ou presque. Elle porte ce déshonneur avec une grâce qui ressemble à de l'indifférence, mais que les rares personnes qui l'observent vraiment reconnaissent pour ce qu'elle est. Une force de volonté absolument extraordinaire. Une femme qui a décidé de jouer le jeu à long terme, qui sait que les situations changent, que les favoris tombent, que les rois meurent. Et en juillet 1559, Henri meurt. Il meurt d'une façon absurde, brutale, inutile. Comme seuls les rois qui pensent être invincibles savent mourir. Lors d'un tournoi organisé pour célébrer une double alliance matrimoniale, il affronte le capitaine de ses gardes écossaises, Gabriel de Montgomery. La lance de Montgomery se brise à l'impact, et un éclat de bois perce la visière du heaume royal, traversant l'œil gauche du roi et s'enfonçant dans son cerveau. Henri agonise pendant 11 jours, dans des souffrances que ses médecins, dont Ambroise Paré, appelé en urgence à son chevet, ne peuvent pas soulager. Il meurt à 40 ans. Et là, tout change, d'un seul coup, d'un seul éclat de bois. Catherine a 40 ans, elle est veuve. Elle porte désormais le deuil permanent, le noir qui ne la quittera plus jamais jusqu'à sa mort, qui lui vaudra son surnom de Reine Noire. Et elle tient entre ses mains quelque chose qu'elle n'aurait peut-être jamais espéré, le pouvoir. Réel, effectif, immédiat.
Son fils François, 15 ans, monte sur le trône. Il est maladif, influençable, dominé par sa femme Marie Stuart et par la famille de Guise. Catherine prend sa place aux côtés du roi et elle commence à gouverner. Ce que la France va découvrir dans les mois et les années qui suivent, c'est que cette femme qu'on avait ignorée pendant 26 ans, ignorée, humiliée, réduite au silence, avait passé tout ce temps à apprendre. Elle connaît les familles nobles mieux que quiconque. Elle connaît les dettes, les ambitions, les rancœurs, les alliances. Elle parle plusieurs langues, comprend la diplomatie comme un art et non comme une procédure. Et elle sait, avec une précision qui déconcerte ses interlocuteurs, ce que chaque homme à la table du conseil veut vraiment, au-delà de ce qu'il dit. De son propre chef, sans titre, sans légitimité formelle autre que celle de mère du roi, elle multiplie les missions diplomatiques, les entrevues secrètes, les lettres codées. Elle voyage à travers la France à la rencontre des grandes familles, organise des rencontres entre factions hostiles, tente d'éteindre les brasiers avant qu'ils ne deviennent des incendies. La France de 1560 n'est pas en paix. Elle est un pays traversé par des tensions religieuses qui ressemblent à de la lave sous une croûte fragile. Le protestantisme, le calvinisme précisément, a gagné des dizaines de milliers de convertis dans toutes les couches de la société. Des artisans, des marchands, des nobles, des princes du sang. Les Huguenots ne sont plus une petite secte hérétique, ils sont une force politique et militaire capable de lever des armées. Face à eux, le camp catholique, emmené par la formidable famille de Guise, ardente, fanatique, convaincue d'être l'épée de Dieu, n'entend pas pardonner. Pour les Guises, la tolérance religieuse est une trahison de la foi. Pour les Huguenots, leur survie dépend de l'obtention de droits reconnus par la couronne. Et entre ces deux blocs qui se haïssent avec la ferveur particulière que seul le sentiment religieux peut générer, Catherine essaie de tenir une ligne médiane que personne ne veut. Elle émet l'édit de janvier de 1562, le premier édit de tolérance religieuse de l'histoire de France, qui accorde aux protestants le droit de pratiquer leur culte en dehors des villes. C'est révolutionnaire. C'est aussi insuffisant pour les uns, trop généreux pour les autres. 2 mois plus tard, le duc de Guise massacre des Huguenots en train de prier à Vassy. La première guerre de religion éclate. Catherine n'est pas une fanatique religieuse. C'est quelque chose que ses contemporains ne comprennent pas et que ses ennemis lui reprochent des deux côtés. Elle croit en Dieu, sincèrement, probablement. Mais elle croit encore plus en la France, en l'unité du royaume, en la paix civile comme condition de toute grandeur. Elle négocie, elle cède, elle recule, elle avance. Elle essaie de maintenir ses fils sur des trônes qui brûlent sous leurs pieds. Son fils François II meurt à 16 ans, emporté par une infection à l'oreille qui se propage au cerveau. Son fils Charles IX lui succède, il a 10 ans. Catherine assure la régence. Son fils Henri III lui succédera plus tard, un roi intelligent mais torturé, incapable de gouverner sans elle. Et son 4e fils, François d'Alençon, mourra lui aussi avant elle. Elle enterre ses enfants. Encore. Et encore. Comme si le destin qui avait commencé à la naissance, cette orpheline florentine, refusait de lui accorder autre chose que la survie et le deuil. Mais il y a un moment, une nuit précise, qui va tout écraser, qui va jeter une ombre noire sur tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a tenté, tous les équilibres fragiles qu'elle a patiemment assemblés comme un château de cartes dans une maison traversée de courants d'air. Une nuit d'août 1572, une nuit que Paris n'oubliera jamais. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, pas juste nommer les morts et réciter les noms, il faut d'abord regarder ce que Catherine était prête à faire pour protéger ses fils, et jusqu'où cette protection pouvait la conduire dans les ténèbres. Car les jours qui précèdent cette nuit d'août ressemblent à une mécanique infernale qui se met en route, et personne, pas même elle, ne contrôle vraiment ce qui se déclenche ensuite. Il y a une limite à la protection maternelle, une ligne invisible que chaque mère porte en elle sans jamais vraiment savoir où elle se trouve, jusqu'au moment où elle l'a franchie. Et Catherine de Médicis a passé sa vie entière à repousser cette ligne, chaque fois qu'un nouveau danger menaçait ses enfants, son royaume, sa propre survie dans un monde qui n'avait jamais voulu d'elle. La cour royale française, dans les années 1570,
est un endroit où la violence se déguise en élégance. Les hommes qui s'inclinent devant vous le matin peuvent vous poignarder le soir, parfois littéralement, souvent métaphoriquement. Les alliances se nouent et se dénouent en l'espace d'un repas. Les favoris montent, les favoris tombent. Ce n'est pas une exagération dramatique, c'est simplement la réalité documentée des grandes cours européennes de cette époque. Dans ce monde-là, le poison occupe une place particulière. Pas parce qu'il est plus efficace que l'épée ou le canon, mais parce qu'il est propre, discret, intraçable dans une époque où la toxicologie moderne n'existe pas encore. Un empoisonnement bien exécuté ressemble à une mort naturelle. Une fièvre soudaine, une défaillance cardiaque, un abcès qui s'infecte de façon foudroyante. Les médecins de l'époque ne peuvent pas distinguer avec certitude un arsenic administré à dose progressive d'une maladie ordinaire. Et cela change tout, parce que cela signifie qu'un poison bien dosé ne laisse pas d'empreinte. Les Borgia en Italie ont élevé cet art à un niveau qui a fasciné et terrifié toute l'Europe. On leur attribuait, avec quelle part de vérité les historiens débattent encore, un poison si subtil qu'il pouvait être glissé dans un verre de vin sans modifier ni la couleur ni le goût et tué dans un délai précis calculé à l'avance. Que ce soit réalité ou légende, toute l'Europe le croyait. Et Catherine, née dans cette culture italienne imprégnée de la réputation borgienne, traîne avec elle ce soupçon comme une ombre permanente. Catherine n'a jamais été formellement reconnue coupable du moindre empoisonnement par aucun tribunal de son époque. Pas un seul. Dans une cour où ses ennemis ne manquaient ni de motivation ni de moyens pour la détruire politiquement, personne n'a jamais pu produire la moindre preuve tangible. Les accusations viennent des pamphlets, ces feuilles volantes imprimées à des milliers d'exemplaires et distribuées dans les rues de Paris, qui sont le Twitter haineux de la Renaissance. Elles viennent des Huguenots, qui ont toutes les raisons de la haïr. Elles viennent des Guises, qui veulent prendre sa place. Elles viennent de partout et de nulle part à la fois. Ce murmure permanent qui finit par devenir une vérité acceptée simplement parce qu'on la répète suffisamment fort. Ce qu'elle fait vraiment avec le pouvoir est à la fois plus banal et plus impressionnant. Elle collectionne les informateurs. Elle entretient un réseau de jeunes femmes, ces dames d'honneur, que ses ennemis appellent avec venin l'escadron volant, dont certaines sont chargées de séduire des personnages influents pour en obtenir des secrets. C'est de l'espionnage érotique, dirions-nous aujourd'hui. C'était de la politique ordinaire au XVIe siècle. Elle ne les envoie pas tuer, elle les envoie écouter, observer, rapporter. Elle entretient aussi des astrologues. Cosimo Ruggieri est le plus célèbre, un Florentin qui la suit depuis des années, installé à Paris dans une discrétion calculée. Ce que font exactement Ruggieri et ses semblables dans les appartements privés de la reine, personne ne le sait vraiment. Mais les rumeurs parlent d'horoscopes, de rituels, peut-être de pratiques aux confins de ce que l'Église accepte. Et dans une France déjà fracturée par les guerres de religion, avoir une reine qui consulte des astrologues italiens dans ses appartements nocturnes est une histoire trop belle pour ne pas être amplifiée jusqu'à la déformation complète. Catherine utilise tous les outils disponibles dans son époque pour maintenir ses fils sur leur trône et la France dans un semblant d'unité. Elle ment quand il le faut, et elle le fait bien, avec cette capacité à garder un visage parfaitement neutre que son enfance florentine lui a apprise. Elle manipule les factions en jouant les unes contre les autres, en accordant des faveurs qui n'engagent à rien, en promettant sans tenir, en tenant sans avoir promis. Elle est Machiavel en robe de deuil. Et peut-être est-ce là, plus que n'importe quelle bouteille de poison imaginaire, ce qui lui vaut la haine durable de ceux qu'elle a manœuvrés. Mais tout cela, toutes ces années de calcul froid, de diplomatie élastique, de patience de serpent, tout cela se fracasse contre une réalité qu'elle n'a pas su voir venir à temps. Ou peut-être qu'elle l'a vu venir, et qu'elle a cru pouvoir encore manœuvrer. Ce qui est certain, c'est qu'en août 1572, la mécanique qu'elle avait contribué à mettre en route lui échappe complètement. Paris est en fête, ou du moins, Paris fait semblant de l'être. Le mariage d'Henri de Navarre, chef protestant, avec Marguerite de Valois, sœur catholique du roi Charles IX, est censé être l'alliance qui mettra fin aux guerres de religion. Catherine elle-même a arrangé cette union. Elle y croit, ou du moins, elle y mise.
Si les chefs des deux camps peuvent s'unir par le sang royal, peut-être que la France peut souffler. Les chefs protestants sont à Paris pour les noces. Gaspard de Coligny, l'amiral, le leader militaire et moral des Huguenots, est là. Et il représente pour Catherine quelque chose de particulièrement inquiétant. Une influence grandissante sur son fils Charles IX qui commence à lui échapper. Charles est un jeune homme instable, violent dans ses sautes d'humeur, facilement impressionnable. Et Coligny est en train de lui parler de guerre contre l'Espagne. Une guerre que Catherine ne veut pas, que la France ne peut pas se permettre, mais que Charles commence à désirer ardemment parce que Coligny la lui fait miroiter comme une aventure glorieuse. Le 22 août, un attentat manqué contre Coligny. Un arquebusier tire depuis une fenêtre, blesse l'amiral à la main et au bras, sérieusement, mais pas mortellement. L'identité du commanditaire n'a jamais été établie avec certitude. Les Guises sont les suspects naturels. Ils ont une vendetta personnelle contre Coligny qui remonte à des années. Mais la rumeur court immédiatement dans les rangs huguenots. C'est la reine-mère, c'est l'italienne. Les chefs protestants réunis à Paris sont furieux. Ils grondent, ils menacent. Et soudain, Catherine se retrouve devant un calcul terrifiant. Si les huguenots vengent Coligny, si la violence s'éclate dans les rues de Paris pendant que leurs chefs sont tous regroupés dans la capitale, c'est la guerre civile dans les entrailles mêmes du royaume. Ses fils sont en danger. Le trône est en danger. Ce qui se passe ensuite dans les heures qui suivent cet attentat raté, dans les appartements du Louvre, reste l'un des grands mystères de l'historiographie française. Il y a eu une réunion, cela est certain. Catherine, Charles IX, les Guises, quelques conseillers proches. Ce qui s'est dit dans cette pièce, personne ne le sait avec exactitude. Mais ce qui en sort est une décision. Une décision monstrueuse. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, les cloches de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent. C'est le signal. Et Paris explose. Ce qui se déclenche cette nuit-là dépasse immédiatement ce que quiconque avait prévu, voulu ou même imaginé. Le plan initial, si plan il y avait, visait les chefs protestants. Coligny et les autres leaders réunis à Paris. Une décapitation chirurgicale de la direction militaire huguenote. C'est déjà affreux. C'est déjà un crime politique d'une ampleur considérable. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Paris entier, avec ses rancœurs de voisinage, ses dettes impayées, ses haines personnelles habillées en ferveur religieuse, Paris descend dans les rues et commence à tuer. Les catholiques tuent les protestants. Les voisins tuent les voisins. Les créanciers tuent les débiteurs et prennent leur argent. Coligny est assassiné dans son lit. Son corps est défenestré, mutilé. Et le massacre se répand comme une eau qui brise une digue et inonde tout, sans distinction ni mesure. En quelques jours, Paris est dévasté. Le massacre s'étend aux provinces, Rouen, Lyon, Bordeaux, Orléans. Des hommes, des femmes, des enfants. Pas seulement des soldats, pas seulement des chefs, mais des artisans, des marchands, des familles entières. Tués pour leur religion, ou pour ce qu'on supposait être leur religion, ou simplement parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une ville qui avait perdu la tête. Une ville vidée de ses vivants, sur des distances que l'œil ne pouvait pas embrasser. Catherine reçoit la nouvelle de l'étendue du massacre dans les heures qui suivent. Qu'a-t-elle ressenti exactement ? Qu'a-t-elle pensé dans ces premières heures, quand elle a compris que ce qu'elle avait contribué à déclencher n'était plus une opération chirurgicale, mais une boucherie totale ? Certains de ses contemporains rapportent qu'elle était blême, d'autres qu'elle semblait calme, cette impassibilité qu'on lui connaissait. Une lettre qu'elle écrit dans les jours suivants à son ambassadeur en Espagne révèle quelque chose d'ambigu, de troublant. Elle parle des événements comme d'une nécessité douloureuse, d'une décision imposée par la survie du royaume. Pas de triomphe, pas de jubilation, mais pas de désaveu non plus, pas publiquement en tout cas. Son fils, Charles IX, est brisé. Dans les semaines et les mois qui suivent le massacre, il développe des cauchemars, des hallucinations. Il dit voir du sang partout. Il a 22 ans. Dans moins de 2 ans, il sera mort. Épuisé, rongé par une tuberculose qui l'emporte à une vitesse que ses contemporains n'avaient pas vu venir. Sa mère sera à son chevet. Elle le tiendra dans ses bras en mourant. Ce fils qu'elle a mis au monde, qu'elle a placé sur un trône trop grand pour lui, et que le poids de cette nuit d'août
a peut-être achevé autant que la maladie. C'est là que se situe le vrai drame de Catherine. Non pas dans le monstre froid que la légende noire a fabriqué, mais dans cette femme qui a pris une décision politique catastrophique en croyant protéger ses enfants, et qui a vu cette décision détruire l'un d'eux de l'intérieur. Elle voulait sauver Charles, elle a peut-être contribué à le tuer différemment. Mère ou monstre ? La question est fausse, parce qu'elle suppose que les deux s'excluent. Catherine de Médicis est une femme qui a aimé ses enfants d'un amour féroce, possessif, total. Le genre d'amour qui naît quand on a tout perdu dès la naissance et qu'on s'accroche à ce qui reste avec une force inversement proportionnelle à ce qu'on a eu. Et c'est cet amour-là qui l'a conduite dans les ténèbres. Pas la haine, pas le fanatisme religieux, elle n'en avait aucun. Pas le goût du sang, rien dans sa vie ne suggère qu'elle prenait plaisir à la violence. Ce qui l'a conduite là, c'est la peur. La peur profonde, viscérale, irrationnelle de perdre encore. De voir ses fils arrachés à leur trône comme elle avait été arrachée à ses parents dans les premières semaines de sa vie. La peur d'une femme qui a grandi dans l'instabilité absolue et qui a passé sa vie entière à construire des protections autour d'elle, des alliances, des réseaux, des hommes fidèles, pour ne jamais revivre cette vulnérabilité. Et dans la nuit du 23 août, quand toutes ces protections semblaient sur le point de s'effondrer en même temps, quelque chose en elle a cédé à quelque chose de plus ancien et de plus sombre que le calcul politique. On peut la comprendre sans l'excuser. On peut reconnaître les circonstances sans absoudre le crime. On peut voir en elle une femme extraordinaire dans un monde cruel, qui a fini par utiliser les armes de ce monde cruel avec une efficacité qui a laissé des traces indélébiles dans l'histoire. Indélébiles et sanglantes. Cette nuit a fait quelque chose de plus durable que tuer. Elle a créé une image qui collera à Catherine pour les siècles à venir, l'italienne, la reine noire, la dispensatrice de mort. Et cette image est à la fois injuste dans ses détails et révélatrice dans sa logique. La nuit de la Saint-Barthélemy est un poison d'une autre nature, le genre qui circule dans les veines d'une nation pendant des générations, qui ressurgit dans chaque guerre de religion, dans chaque fracture entre catholiques et protestants, dans chaque haine qui se transmet de père en fils, sans que personne se souvienne exactement pourquoi elle a commencé. Cette nuit-là, Catherine de Médicis est devenue quelque chose d'impossible à défaire. Non plus seulement une reine, non plus seulement une mère, mais un symbole. Le symbole de ce que le pouvoir peut faire à un être humain quand il est exercé sans filet, sans contrepoids, dans la terreur permanente de perdre tout ce qu'on a. Et ce symbole-là va traverser les siècles avec une force que ni ses actions diplomatiques, ni ses édits de tolérance, ni ses années de régence patiente ne réussiront jamais à effacer complètement. Après cette nuit, son nom et l'idée du poison ne font plus qu'un dans l'imaginaire français. Pas seulement le poison des fioles et des gants, le poison de l'histoire elle-même. Celui qui contamine tout ce qu'il touche, qui se propage dans les récits et les mémoires, qui empoisonne jusqu'aux vérités les plus claires avec le doute, le soupçon, l'ambiguïté irréductible. Et pourtant, l'histoire de Catherine de Médicis ne s'arrête pas là. Cette femme, après avoir porté le poids de cette nuit comme une pierre autour du cou, a continué à gouverner, à manœuvrer, à construire. Et ce qu'elle a laissé derrière elle, dans les pierres, dans les jardins, dans les institutions, dans la culture française elle-même, est peut-être le testament le plus inattendu que l'histoire ait jamais rendu à une femme qu'elle avait d'abord voulu condamner. Ce qu'elle laisse derrière elle ressemble à un tableau dont on n'arrive pas à décider s'il est beau ou terrifiant. Et peut-être que c'est précisément cela, sa vérité la plus profonde. Catherine de Médicis meurt en janvier 1589. Elle a 69 ans, épuisée, les poumons ravagés par une pleurésie qui l'emporte en quelques jours. Son fils, Henri III, le dernier de ses fils vivants, est encore sur le trône. Pour quelques mois seulement. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que la ligne des Valois va s'éteindre avec lui, que tout ce pourquoi elle a combattu n'aura pas suffi à sauver sa dynastie. Elle meurt en croyant encore avoir tenu. C'est peut-être une grâce. On l'enterre sans cérémonie particulière dans un premier temps. La France est en guerre,
Paris est agité, et une vieille reine-mère italienne qui vient de s'éteindre n'est pas la priorité de qui que ce soit. Ce traitement funèbre dérisoire dit déjà quelque chose sur ce qu'elle représente au moment de sa mort aux yeux de ses contemporains. Un problème résolu, une page tournée. Mais l'histoire ne tourne pas les pages aussi facilement que les vivants voudraient le croire. Dans les années qui suivent immédiatement sa mort, les pamphlets continuent de circuler. Et dans ces pamphlets, Catherine grandit. Pas dans le sens d'une réhabilitation, dans le sens d'une mythification. Chaque mort suspecte des décennies précédentes lui est attribuée rétrospectivement avec une certitude croissante. Les récits s'accumulent, se contaminent mutuellement, s'enrichissent de détails de plus en plus précis et de plus en plus inventés. La légende des gants empoisonnés est particulièrement révélatrice. L'histoire, telle qu'elle circule, est celle-ci. Catherine aurait offert une paire de gants parfumés à Jeanne d'Albret, reine de Navarre et mère d'Henri IV, peu avant les noces de la Saint-Barthélemy. Jeanne serait morte peu après avoir porté ces gants, empoisonnée par les substances glissées dans le cuir. L'histoire est belle, précise, sensorielle, avec ce détail du cuir parfumé qui cache la mort sous la séduction. Jeanne d'Albret est bien morte en juin 1572, 2 mois avant le massacre. Ses médecins, qui ont procédé à une autopsie, fait exceptionnel pour l'époque, ont conclu à une tuberculose pulmonaire avancée qui couvait depuis des mois. Pas de poison, pas de gants. Une maladie qui tue des familles entières dans toute l'Europe. Mais cette réalité médicale froide et documentée n'a aucune chance face à la puissance narrative des gants empoisonnés. La légende survit, on la trouve encore aujourd'hui dans des romans, des séries télévisées, des articles qui reprennent le mythe, avec la même désinvolture que si c'était un fait établi. Cette légende condense en une seule image tout ce que le mythe noir de Catherine veut dire. Les gants, élégants, raffinés, italiens. Le parfum, séduisant, trompeur, cachant la mort sous la beauté. Le toucher, l'intimité du cadeau empoisonné. C'est du pur théâtre symbolique, et les symboles ont une durée de vie infiniment supérieure aux faits. Les écrivains du XIXe siècle font de Catherine leur personnage préféré. Alexandre Dumas l'installe définitivement dans l'imaginaire populaire avec une version romanesque qui ne vise pas la vérité historique, mais la terreur délectable du lecteur bourgeois du dimanche. Sa Catherine est une araignée au centre d'une toile de soie et de cyanure, omnisciente, froide, calculatrice, presque surnaturelle dans sa capacité à anticiper et à manipuler. C'est formidable comme roman. C'est catastrophique comme histoire. Mais Dumas est lu par des millions de personnes. Les historiens sérieux qui tentent de corriger ses inventions sont lus par quelques milliers. Et le cinéma, plus tard, fait le reste. Chaque fois qu'une production met en scène Catherine de Médicis, c'est la version noire qui gagne. Parce qu'elle est plus dramatique, plus visuelle, plus facile à comprendre en 90 minutes. Une femme ambiguë, qui gouverne avec intelligence et patience pendant 30 ans, c'est difficile à mettre en scène. Une reine noire qui empoisonne ses ennemis depuis un laboratoire secret sous le Louvre, ça, c'est du cinéma. Ce mythe est tenace parce qu'il répond à un besoin très humain. Quand l'histoire est chaotique, quand les guerres de religion semblent trop complexes pour être expliquées simplement, quand les causes d'une catastrophe comme la Saint-Barthélemy sont trop multiples et trop emmêlées, il est tentant de trouver un coupable unique, un visage. Et le visage de Catherine, avec ses yeux légèrement saillants, son teint mat, sa robe noire perpétuelle, offre cette commodité narrative. L'italienne, l'étrangère, celle qui n'aurait jamais dû être là et qui a tout contaminé en arrivant. Cette logique du bouc émissaire dit évidemment davantage sur ceux qui l'appliquent que sur celles à qui on l'applique. Mais elle a fonctionné pendant des siècles avec une efficacité redoutable. Regardez Paris aujourd'hui. Pas la carte touristique, pas les monuments répertoriés. Regardez la structure même de la ville, sa logique, ses espaces. Les Tuileries, ce jardin que Catherine fait construire à partir de 1564, qu'elle conçoit comme une extension vivante du Louvre, un espace de pouvoir autant que de beauté, porte encore aujourd'hui la trace de sa vision. Le jardin a été transformé, remanié, agrandi au fil des siècles. Mais l'idée fondatrice, un espace géométrique, maîtrisé, qui parle la langue visuelle du pouvoir, vient d'elle. De sa culture florentine, de ses jardins médicéens
qui avait transformé la nature en déclaration politique. Le palais des Tuileries lui-même, qu'elle fait bâtir comme résidence personnelle distincte du Louvre, est détruit lors de la Commune de Paris en 1871. Il n'en reste rien de visible. Mais son absence est éloquente. Elle est dans la logique même des Tuileries actuelles, dans l'axe qui va du Louvre à la place de la Concorde, dans cette perspective grandiose qui structure Paris comme nulle autre capitale au monde ne l'est. Catherine n'a pas inventé cet axe dans sa forme définitive, mais elle a planté la première graine de la vision qui le rendra possible. La cuisine française doit à Catherine de Médicis davantage que les historiens de la gastronomie n'aiment parfois l'admettre. Parce que l'idée qu'une Italienne ait fondé la grande cuisine française froisse un certain orgueil national. Mais les faits sont obstinés. Les sauces légères à base de beurre et d'herbes, qui distinguent la cuisine française de la cuisine médiévale épaisse et épicée à l'excès, ces techniques viennent d'Italie, importées par les cuisiniers qui voyagent dans les bagages de Catherine. La pâtisserie fine, le travail du sucre comme art en soi, les glaces et sorbets, ces raffinements arrivent à la cour de France dans le sillage de cette adolescente florentine qui débarque à Marseille avec des idées dans les bagages autant que des malles de soie. Il y a quelque chose de presque comique et de profondément révélateur dans cette réalité. La France, qui méprisa pendant des décennies cette petite Italienne importée, a fini par adopter ses goûts, ses recettes, ses façons de manger, et les a appelés français. L'étrangère a été absorbée. Ses apports ont été naturalisés, dépouillés de leur origine, intégrés dans une identité nationale qui refusait de les reconnaître comme extérieures. On lui a pris ce qu'elle avait apporté, sans jamais lui en rendre crédit, et on lui a laissé uniquement ce dont on voulait bien lui attribuer la responsabilité, le sang. Elle laisse aussi une façon de gouverner. La diplomatie qu'elle pratique, cette diplomatie du mouvement perpétuel, du contact direct, de la présence physique dans les territoires, n'est pas une invention abstraite. Entre 1564 et 1566, elle entreprend avec le jeune Charles IX un grand tour de France qui dure près de 2 ans. 2 ans à parcourir le royaume, à rencontrer les gouverneurs, les évêques, les nobles locaux, les représentants des villes, à voir de ses propres yeux ce que le pouvoir centralisé parisien ne voit jamais, à comprendre que la France n'est pas une, qu'elle est un patchwork de langues, de coutumes, de loyautés régionales qui ne se laisse pas gouverner depuis un bureau de la capitale. Henri IV, qui lui succède après l'extinction des Valois, comprendra la même chose. Louis XIV, un siècle plus tard, la poussera jusqu'à sa conclusion logique et monumentale avec Versailles. Mais le fil commence quelque part, dans ces 2 ans de route, de poussière et de négociation que Catherine s'impose avec une énergie que ses contemporains, souvent, ne comprennent pas. Elle laisse des enfants qui ont régné. 3 rois de France, François II, Charles IX, Henri III, tous issus d'elle. Aucun d'entre eux n'a été grand. Aucun n'a eu le génie politique de sa mère. François II est mort trop tôt pour qu'on puisse le juger. Charles IX a été broyé entre une personnalité fragile et des circonstances qui auraient écrasé des hommes bien plus solides. Henri III était intelligent, raffiné, courageux par intermittence, mais incapable de la constance que le temps exige du pouvoir. On a dit que Catherine avait fait de mauvais rois. Peut-être, mais elle avait aussi gouverné à leur place pendant les années où ils n'en étaient pas capables. Et ce faisant, elle avait maintenu une France qui, sans elle, se serait probablement fragmentée bien avant que Henri IV ne soit en mesure de la rassembler. Ce que les Médicis ont laissé à la France, c'est finalement quelque chose de plus difficile à nommer qu'un jardin ou une recette. C'est une certaine idée de ce que peut être la culture, non pas comme ornement du pouvoir, mais comme pouvoir lui-même. Les Médicis à Florence avaient compris avant tout le monde que financer les arts n'est pas une dépense de prestige, mais un investissement politique. Que les tableaux racontent des histoires, que les architectures affirment des hiérarchies, que la beauté crée de la loyauté d'une façon que les armées ne peuvent pas égaler. Catherine a importé cette philosophie en France, et elle a atterri dans un terrain infiniment fertile. La Renaissance française, cette explosion de création qui transforme châteaux, poésie, musique, peinture dans la seconde moitié du XVIe siècle, doit à Catherine de Médicis une dette que l'histoire française reconnaît rarement de façon directe, précisément parce que la reconnaître
obligerait à admettre que quelque chose d'essentiel dans l'identité culturelle française vient d'une femme que l'on a passé des siècles à mépriser. Elle protège Ronsard, elle s'entoure de poètes, de musiciens, de savants. Elle commande des fêtes d'une magnificence qui laisse les ambassadeurs étrangers sans voix. Pas par vanité, mais parce qu'elle comprend que la splendeur de la cour est le visage international de la France. Que chaque ambassadeur qui rentre dans sa capitale, après avoir vu les fêtes Valois, emporte avec lui une image de puissance et d'élégance qui vaut autant qu'un traité signé. Et puis il y a cette question, celle qui court sous toute cette histoire comme une rivière souterraine. Est-ce que Catherine de Médicis aurait été jugée de la même façon si elle avait été un homme ? Regardez les contemporains masculins qui ont fait des choses comparables, ou pires. Charles IX a ordonné, ou laissé ordonner, ce qui revient au même, le massacre de la Saint-Barthélemy. Il est surtout décrit comme une victime de sa mère. Henri III a fait assassiner le duc de Guise dans des circonstances qui révèlent une préméditation froide et calculée. On en parle comme d'un acte politique audacieux. François Ier a mené des guerres dévastatrices, signé des alliances avec les Ottomans qui choquaient toute la chrétienté. On en parle comme du roi chevaleresque, protecteur des arts, incarnation de la Renaissance française. Les hommes qui gouvernent par la force et le calcul sont des politiques. La femme qui gouverne par le calcul et parfois la force est une monstrueuse. Jean Bodin, le grand théoricien politique de l'époque, écrit que le gouvernement des femmes est contre nature, que voir une femme régner, même au nom de son fils, même dans les formes légales de la régence, est un désordre fondamental. Cette hostilité théorique, intellectualisée, légitime tout le reste. Elle donne une base respectable à ce qui n'est souvent que du mépris ordinaire. Quand un homme comme Coligny manœuvre politiquement pour imposer sa vision de la France à un roi trop jeune pour résister, c'est un sage conseiller. Quand Catherine fait la même chose, c'est une mère possessive qui empoisonne l'esprit de son fils. Le même acte, deux lectures radicalement différentes, déterminées non par l'acte lui-même, mais par le sexe de celui ou celle qui l'accomplit, cette grille de lecture ne disculpe pas Catherine de ses crimes réels. La Saint-Barthélemy est réelle. Les décisions politiques désastreuses sont réelles. La responsabilité, partagée, complexe, jamais entière mais réelle, est réelle. Mais elle explique pourquoi la condamnation de Catherine est si totale, si définitive, si peu nuancée dans la mémoire collective, quand des souverains masculins, au bilan objectivement bien plus sanglant, sont traités avec infiniment plus d'indulgence. L'histoire juge les survivants. Et elle les juge différemment selon qu'ils correspondent ou non à l'idée qu'elle se fait de ce que doit être un survivant. Catherine a survécu à son mari, à ses ennemis, à ses alliés, à ses enfants pour la plupart. Elle a survécu à des coups d'État avortés, à des guerres civiles, à des attentats, à des famines et à des épidémies. Elle a survécu avec une ténacité qui, chez un homme, aurait été célébrée comme une vertu héroïque. Chez elle, cette même ténacité a été lue comme la preuve d'une nature froide, calculatrice, inhumaine. Parce qu'une femme qui survit à tout est suspecte. Parce qu'une femme qui ne se laisse pas briser par le destin doit forcément avoir passé un pacte avec quelque chose de sombre. Catherine de Médicis n'était ni sainte ni monstre. Elle était quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Elle était capable. Capable de gouverner, capable de manœuvrer, capable de tenir dans des circonstances qui auraient réduit la plupart des hommes de son temps à la paralysie ou à la fuite. Et cette capacité-là, exercée dans un corps de femme, dans une position que les théoriciens politiques de son époque lui refusaient par principe, a produit une réaction de rejet si violente, si durable, si créative dans son invention du mal, qu'elle nous dit encore quelque chose d'essentiel sur ce que les sociétés font à ceux qui refusent d'être impuissants quand le pouvoir n'était pas prévu pour eux. Elle a quitté Florence avec une Italie dans ses bagages et une volonté de fer dans le corps. Elle a traversé 69 ans de pertes, d'humiliation, de puissance et de honte. Elle a laissé des jardins, des recettes, des traités, des guerres, du sang, des enfants, des institutions que ses successeurs ont adoptées en croyant les inventer. Elle a laissé une réputation noire, comme sa robe de deuil. Et la chose la plus juste qu'on puisse dire sur elle, au terme de tout cela, c'est ceci. L'histoire lui a fait exactement ce qu'elle avait appris à faire à ses adversaires. Elle l'a réduite à ce qui l'arrangeait.
Elle a ignoré ce qui la dérangeait. Et elle a appelé ça la vérité. Catherine aurait reconnu la manœuvre. Elle l'aurait peut-être admirée. Et elle aurait attendu, avec cette patience de prédateur que Florence lui avait apprise, que les archives parlent à sa place. Elle parle encore. Si cette histoire vous a marqué, laissez un like. C'est le geste le plus simple pour que d'autres la découvrent à leur tour. Et abonnez-vous. Les destins qui ont vraiment changé le monde ne s'arrêtent pas là.